Place au direct sur les chaînes parlementaires. Nous prenons tout de suite la direction de l'Élysée où Manuel Valls s'exprime à l'issue du Conseil des ministres. On l'écoute. Plus d'emplois, c'est la première priorité. Et nous devons agir davantage, plus vite, plus fort contre ce chômage de masse qui fait souffrir 30 de Français. Nos seniors, mais aussi notre jeunesse qui a le plus grand mal à débuter dans la vie. Nous ne renonçons pas, nous ne baissons pas les bras. Et aux Français, nous voulons dire simplement, directement, il y a un chemin pour nous redresser et pour redresser la France. Il faut l'aborder avec lucidité. Les efforts doivent se poursuivre dans la justice. Il n'y aura pas deux poids, deux mesures. Nous avons un seul objectif, le bien commun. Ces efforts seront justes car ils seront collectifs. Ils seront justes car ils seront équitablement repartis. Enfin, ils seront justes car ils serviront à tous. 50 milliards d'euros d'économies sur les dépenses publiques entre 2015 et 2017. C'est bien la feuille de route fixée il y a 4 mois avec cohérence par le président de la République. Ces économies ont 3 objectifs. Le premier, c'est la mise en œuvre du pacte de responsabilité et de solidarité pour l'emploi, pour la croissance. Et pour parler simplement, c'est le moyen de mettre en mouvement notre économie, notre compétitivité, notre attractivité, de baisser le coût du travail, de redonner du souffle à nos entreprises, nos PME, nos PMI, nos TPE, à nos entrepreneurs d'une manière générale, à nos artisans, à nos commerçants, pour l'emploi. Dans le même temps, nous devons aussi simplifier leurs démarches administratives. C'est le but des propositions faites par la commission Mandon-Poitrinal, dont beaucoup d'entre elles doivent être mises en œuvre le plus vite possible. En somme, en nous appuyant sur les premiers résultats du CICE, nous devons redonner à notre tissu économique la capacité de mieux affronter la concurrence pour développer davantage ses activités et se remettre à recruter, sans qu'il soit besoin, et j'insiste sur ce point, de remettre en cause notre modèle social, de remettre en cause nos règles sociales, et je le dis avec force, notamment le SMIC. Le deuxième objectif, c'est de redonner du pouvoir d'achat aux salariés. C'est aussi cela, relancer notre économie et être plus juste. Dès le mois de juin, nous prendrons une mesure en faveur des contribuables les plus modestes. Nous allons en discuter tout au long des prochaines semaines. Ce sera notamment la tâche, la mission de Michel Sapin et de Christian Eckert, en lien avec la majorité. Par ailleurs, et vous le savez, le 1er janvier prochain, les cotisations salariales seront allégées autour du SMIC. Je l'ai annoncé la semaine dernière. Le troisième objectif, c'est la réduction de notre déficit public. Car là aussi, nous devons la vérité aux Français. Ce n'est pas l'Europe qui nous impose ses choix. Mais nos dépenses publiques représentent 57% de la richesse nationale. Nous ne pouvons pas vivre au-dessus de nos moyens. Et nous devons casser cette logique de la dette qui, progressivement, est en train de nous lier les mains. La dette, je le rappelle une nouvelle fois, était de 50% du PIB en 2002, de 65% en 2007
et de 90% à la fin du mandat de Nicolas Sarkozy. Nous devons donc tout faire pour retrouver notre souveraineté. La France, nous l'avons dit avec Michel Sapin, tiendra ses engagements, non pas par un quelconque entêtement, pour je ne sais quelle orthodoxie, mais parce que tenir ses engagements, c'est la base de la crédibilité et de la confiance, et la confiance, les Français en ont besoin, et je le répète, c'est la base de notre souveraineté. Réduire les déficits, c'est retrouver des marges de manœuvre pour investir, c'est donc être à l'offensive pour préparer l'avenir. C'est aussi assurer la pérennité de notre modèle social et la modernisation de nos services publics. Faire des économies implique de faire des choix et de respecter les engagements du président de la République pris devant les Français en 2012. La priorité donnée à la jeunesse fait que nous maintiendrons les créations de postes prévues dans l'éducation nationale. Pour garantir la sécurité des Français, nous créerons les postes prévus dans la police, la justice et l'administration pénitentiaire. Nous préserverons les investissements nécessaires pour la recherche, l'innovation, la préparation de l'avenir. Enfin, pour veiller au sort des plus démunis, les minima sociaux seront préservés. Voilà le sens des choix que nous faisons. Préserver les priorités, et notamment celles qui concernent l'avenir, celles qui concernent la jeunesse. Les économies seront équitablement réparties entre toutes les autres sources de dépenses publiques. Et l'État y prendra toute sa part, avec 18 milliards d'euros d'économies. L'État, c'est notre bien commun. Il a un devoir d'efficacité, le devoir aussi de veiller à ne jamais gaspiller l'argent public. Les Français y sont très attachés. La maîtrise des dépenses de fonctionnement des ministères se poursuivra. Il s'agira de faire des économies sur les dépenses immobilières, de regrouper ce qui peut l'être, je pense aux achats ou aux systèmes d'information, avec un mot d'ordre, réduire davantage le train de vie de l'État. Je sais ce que nous devons à nos fonctionnaires, si essentiels à la vie de ce pays. Chaque jour, ils agissent avec dévouement et sens du service public. Nous leur devons notre reconnaissance. Cependant, la situation nous oblige à leur demander de contribuer à notre effort commun. Nous confirmons donc le gel du point d'indice. Mais les règles d'avancement dans la fonction publique d'État seront préservées. Les effectifs des ministères, hors éducation nationale, sécurité et justice, continueront de diminuer. Ces diminutions s'accompagneront toutefois de redéploiements afin de préserver nos services publics. Enfin, nous allons rationaliser les agences de l'État. Beaucoup ont été créées ces dernières années, à l'exception de Pôle emploi et des universités, leurs effectifs seront réduits. Elles devront faire des efforts sur leurs dépenses de fonctionnement, tout en gardant un niveau d'exigence en termes d'efficacité et de lisibilité de l'action publique. L'État, je l'ai dit, prendra toute sa part. Les collectivités territoriales devront prendre la leur. Il y a de nombreuses actions à mener pour clarifier les compétences des collectivités et en renforcer l'efficacité. Nos concitoyens ont également besoin de mieux savoir qui fait quoi. 11 milliards d'euros d'économies sont attendus au cours des 3 prochaines années. Dans leur rapport sur la maîtrise collective des dépenses publiques, qui sera remis cet après-midi au Président de la République,
Martin Malvy et Alain Lambert énoncent de nombreuses propositions. J'y suis, nous y sommes très sensibles, d'autant plus qu'elles proviennent des élus eux-mêmes. Ce sont eux qui contribuent chaque jour au dynamisme de nos territoires. Et c'est à eux qu'il appartient d'en préparer l'avenir. Et les élus sont conscients que des réformes de structure doivent être menées. Plusieurs dispositions nouvelles permettront d'accompagner les collectivités dans cette démarche de maîtrise de leurs dépenses. Elles s'ajouteront à celles prévues dans le premier volet de la loi de décentralisation qui incite aux mutualisations entre les communes et les intercommunalités. Le futur projet de loi de clarification des compétences des collectivités territoriales comportera des réformes profondes pour générer des économies. Je pense notamment à la suppression de la clause de compétence générale, à une meilleure sélection des projets financés et à une rationalisation des syndicats intercommunaux. D'ores et déjà, l'évolution de nos collectivités territoriales est en marche et je veux saluer les initiatives de rapprochement de régions qui s'esquissent un peu partout en France. Le Conseil des ministres a ce matin même entendu une communication de Marie-Lise Lebranchu et d'André Valigny sur les grandes orientations en matière de décentralisation. Plus simple, plus lisible, plus efficace, moins coûteuse, qui dépasse les clivages politiques, voilà comment nous abordons cette nouvelle étape de la décentralisation. Notre nouvelle stratégie nationale de santé, engagée par Marisol Touraine, est elle aussi un moyen de faire des économies. 10 milliards d'euros d'ici 2017 sur les dépenses de l'assurance maladie. Ces efforts seront réalisés, nous voulons le dire très clairement, sans réduire la prise en charge des soins, ni leur qualité. Il s'agit d'amplifier les réformes structurelles déjà engagées et notamment de mieux organiser les parcours de soins. La chirurgie ambulatoire montre, par exemple, qu'on peut réaliser des économies tout en améliorant la qualité de la prise en charge. Il conviendra aussi d'optimiser notre dépense dans le domaine des médicaments. Ceci passe par une consommation plus raisonnée, un plus grand recours au générique, mais aussi des prix davantage en adéquation avec l'innovation thérapeutique. Enfin, 11 milliards d'euros d'économies seront réalisés sur la gestion du système social. Des décisions ont déjà été prises. Elles sont porteuses d'économies pour plus de 2,9 milliards d'euros. C'est le cas de la réforme des retraites, de l'accord conclu pour les retraites complémentaires et de la réforme décidée l'année dernière de notre politique familiale. Il faut aller au-delà. Il n'est pas question, évidemment, de diminuer le montant des prestations sociales. Mais dans le contexte exceptionnel qui est le nôtre, elles ne seront pas revalorisées jusqu'en octobre 2015. Cette stabilité concernera les pensions du régime de retraite de base, 1,3 milliard d'euros. Elle pourra concerner aussi les retraites complémentaires qui relèvent des partenaires sociaux, 2 milliards d'euros. Ces mesures temporaires épargneront les retraités dont les pensions sont les plus modestes, puisque le minimum vieillesse continuera, lui, à être revalorisé. Le niveau des autres prestations sociales sera également stable jusqu'en octobre 2015, à l'exception de tous les minima sociaux qui continueront d'augmenter au rythme de l'inflation. Les engagements de revalorisation exceptionnels décidés dans le plan pauvreté de janvier 2013 pour le RSA, le complément familial et l'allocation de soutien familial sont confirmés. Mais ces revalorisations seront décalées d'une année. Une nouvelle convention d'assurance chômage sur laquelle les partenaires sociaux se sont accordés va permettre d'améliorer le fonctionnement du marché du travail, notamment en matière de sécurisation de l'emploi et de la formation professionnelle. Le régime d'assurance chômage
devra mieux contribuer au bon fonctionnement du marché du travail et permettre de rétablir l'équilibre financier de l'UNEDIC à l'horizon 2017. La poursuite de la modernisation de la politique familiale permettra également des économies. Les caisses de sécurité sociale dégageront enfin 1,2 milliard d'économies grâce à la dématérialisation et à une meilleure articulation entre les différents organismes. Ceci apportera de véritables simplifications pour les assurés. Mesdames et Messieurs, l'équipe gouvernementale croit en ces choix que nous vous présentons. Ils sont à notre portée. Et nous y croyons parce que c'est le chemin du redressement de la France. Nous y croyons car nous avons la conviction qu'avec ces choix, la France, qui a de nombreux atouts, sera plus forte et donc plus juste. Le Conseil des ministres du 23 avril examinera le programme de stabilité qui sera présenté par Michel Sapin et qui sera soumis au vote de l'Assemblée nationale le 30 avril. Les mesures d'économie trouveront leur traduction dans les textes financiers qui seront présentés avant l'été. Projet de loi de finances rectificative, projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificative, puis à l'automne, avec notamment la loi de programmation des finances publiques. Elles feront bien sûr l'objet d'un travail très étroit avec la majorité parlementaire et d'une manière plus large avec le Parlement. Nous connaissons les attentes, les doutes, mais l'équipe de ministres est dévouée au service des Français. Voilà la vérité que nous devons à nos compatriotes. Et la vérité, c'est le chemin de la réussite de la France. Je vous remercie. Voilà pour ce point presse de Manuel Valls à l'issue du Conseil des ministres. Manuel Valls, Michael, qui a fait un certain nombre d'annonces, qui a détaillé des mesures, mais qui a surtout fait un véritable effort d'explication. Oui, c'est ce qu'on reprochait notamment à l'ancien gouvernement, en tout cas à l'ancien Premier ministre, à Jean-Marc Ayrault, c'est de ne pas assez s'exprimer, de ne pas assez expliquer aux Français. Ben là, aujourd'hui, Manuel Valls a décidé de prendre le taureau par les cornes, de venir remplacer le porte-parole du gouvernement, de faire cette déclaration pour ce discours de vérité. Et j'ai calculé, il a dit le mot vérité 4 fois, le mot confiance 2 fois, et surtout de faire passer ce message que les plans d'économie, oui, ils existent, oui, ce sera difficile, mais voilà à quoi ils serviront. Donc il y a aujourd'hui tout simplement un effort d'explication très important de la part du gouvernement qui a souhaité aujourd'hui tout mettre sur la table finalement. Et il a fait passer le message que les efforts seront faits dans la justice du François Hollande dans le texte, hein, Michael. Oui, exactement. Le mot justice qui intervient aussi de nombreuses fois. On l'a à l'époque aussi de Jean-Marc Ayrault. On l'entendait, vous vous rappelez certainement à l'Assemblée nationale ou au Sénat, on l'entendait beaucoup dire le mot justice, l'effort dans la justice. Voilà encore une fois ce qu'a voulu rappeler aujourd'hui le Premier ministre avec beaucoup d'annonces. Pas forcément de nouvelles annonces, mais en tout cas, son discours de politique générale qu'il a tenu la semaine dernière, il l'a réexpliqué là, peut-être de façon plus claire, plus concise aussi. Et on peut également aussi annoncer quelques mesures phares, notamment je pensais à celle du SMIC, parce que c'est un peu la polémique qui règne depuis quelques jours, savoir est-ce qu'on peut payer aujourd'hui des emplois un peu moins que le SMIC. Il a très clairement expliqué, on ne touchera pas au SMIC aujourd'hui. Ça, c'était une mesure très importante et qui était très attendue. Très fermement, hein. Pas de remise en cause du SMIC, hein, on l'a dit, Michael. Et puis Manuel Valls a aussi parlé de la réduction des déficits, hein, autre polémique du moment, notamment au sein du groupe socialiste. Ce n'est pas l'Europe qui nous impose ses choix, a déclaré Manuel Valls. Oui, et pourtant, on va devoir se maintenir à nos 3% de déficit. En tout cas, il faudra aller l'objectif de tenir cet objectif des 3%. Alors évidemment, ça grogne un petit peu dans la majorité, surtout dans l'aile gauche du Parti socialiste, et même un petit peu plus largement chez les socialistes, en disant mais finalement, pourquoi est-ce qu'on ne laisserait pas passer? On peut très bien vivre avec 4% de déficit, c'est Claude Barthelone qui l'a dit, on peut difficilement vivre avec 4 degrés de plus, mais avec 4% de déficit, pourquoi pas? Ça, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup dans la majorité, mais le gouvernement va essayer de maintenir cet objectif, parce que finalement, même si Bruxelles nous impose pas nos choix,
on est quand même contraint vis-à-vis des autres pays européens eh bien, de respecter cet objectif, ou en tout cas de tendre vers cet objectif. Selon des calculs d'économistes, on serait capable de le faire. Ça va demander beaucoup d'efforts, des efforts de 50 milliards d'économies, des efforts pour justement travailler sur cette dette. Il a rappelé, Manuel Valls, cette dette aujourd'hui qui est à près de 80% du PIB, notamment qui a augmenté depuis 2002. Il ne cesse de rappeler, en tout cas depuis que Lionel Jospin était Premier ministre, jusqu'à l'arrivée de Nicolas Sarkozy. Vous savez, c'est toujours le sempiternel héritage dont aujourd'hui la gauche comme la droite se lance à la figure. Mais voilà, l'objectif aujourd'hui, c'est bien les 3%. Est-ce qu'on y arrivera? C'est encore une autre chose. On sait très bien que François Hollande, que Michel Sapin, le ministre aujourd'hui de l'économie et des finances, n'était pas forcément pour arriver à ces 3%, de se laisser un petit peu de marge, ou en tout cas de demander un délai. Mais on ne l'a pas demandé officiellement, ce délai, auprès de l'Europe. Donc aujourd'hui, on est obligé de tendre vers cet objectif de 3%. Emmanuel Valls, qui est donc resté ferme vis-à-vis de sa majorité, la France tiendra ses engagements. Autre mesure où on attendait Manuel Valls, c'est ce détail des 50 milliards d'euros. Alors, il a redétaillé les 50 milliards d'euros en les modifiant un petit peu par rapport à son discours de on a sorti les calculettes. Moins pour l'État, plus pour les collectivités. Exactement, il y a 1 milliard de différence. On avait, dans un premier temps, imaginé 19 milliards pour l'État, finalement, ça sera 18. Mais un petit peu plus pour les collectivités territoriales, les collectivités qui, là, aujourd'hui, se devant le fait accompli, ils vont devoir faire des économies partout où c'est possible, notamment 11 milliards d'économies à trouver sur 3 ans. On ne touchera pas beaucoup, ou en tout cas, ça a été rappelé par Manuel Valls, on réclame beaucoup de la part de l'État. On a compris, on baissera un tout petit peu, un peu plus pour les collectivités territoriales. On touchera aussi au système social. On garantit quand même le système social, mais là, il va falloir trouver 11 millions d'euros. Et là, j'ai noté tout à l'heure, pas de revalorisation sur les prestations sociales jusqu'en octobre 2015. Et on touchera aussi aux retraites complémentaires. C'est quasiment 2 milliards d'euros, a rappelé Manuel Valls. Voilà, les Français vont aussi devoir faire des efforts très importants. Ainsi qu'un gel du point d'indice pour les fonctionnaires, a annoncé Manuel Valls. Il est aussi revenu sur la réforme des collectivités territoriales. Il a salué, Mickaël, le rapprochement des régions, notamment Bourgogne, le rapprochement engagé entre la Bourgogne Absolument, mais là et la on sent que quelque chose est en train de naître au sein des régions. Finalement, ça fait une sorte de consensus. On est prêt à réduire par 2 le nombre des régions. Ça, politiquement, tout le monde l'a compris, on sait que s'il faut faire des économies, ça passe. Après, sur les départements, c'est encore quelque chose qui fâche. On le sait très bien, ici au Sénat, ça fâche beaucoup. Donc du coup, ça risque d'attendre un tout petit peu. On mettra ça peut-être un petit peu de côté. Par contre, ce qui est très important aussi, c'est qu'il a parlé de l'Assemblée nationale et du Sénat. Il a parlé des parlementaires. Vous savez, les parlementaires qui râlent un petit peu parce qu'ils ne sont pas associés, fermement associés en tout cas au travail qui est accompli sur ces 50 milliards. En gros, on leur a pas demandé ce qu'ils pensaient. Alors donc, dès le 23 avril, sur la stabilité, c'est-à-dire sur le pacte de responsabilité concernant les déficits, etc., ça sera traduit au 23 avril à l'Assemblée nationale avec un vote au Conseil des ministres, avec un vote à l'Assemblée nationale le 30 avril. Et puis également ce qu'on appelle le PLFR, c'est-à-dire le budget rectificatif qui sera débattu ici avant l'été. Ça, c'est encore une autre annonce qui a été faite par Manuel Valls déjà la semaine dernière, mais qui est donc confirmée ici. Et puis il y aura donc ce travail très étroit avec les parlementaires. On se doute que venant d'arriver, il n'a pas envie de se fâcher avec ses amis parlementaires. Merci beaucoup, Mickaël. Merci pour cette analyse du point presse de Manuel Valls qui se tenait donc à l'issue du Conseil des ministres. On y revient bien sûr tout au long de la journée dans nos différentes éditions. Merci à tous de nous avoir suivis et très bonne journée sur les chaînes parlementaires.